Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast sur Sens avec Fabien. Ça va l'unique, le vrai. Le vrai, l'unique, l'authentique. Nous sommes également avec Morgane. Morgane, ça va la pêche? Salut, ça va? Nous sommes également avec Maxime. Maxime, ça va la pêche? Absolument pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué, mais ça va pas m'empêcher de faire semblant d'avoir la pêche. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est Fabien qui nous vient avec un podcast sur Sens. De quoi s'agit-il, Un Fabien? podcast sur Sens, c'est un grand mot, mais un sujet qui va dans la droite ligne de notre précédent podcast sur la parentalité, D'accord. Ouais. c'est-à-dire la psychanalyse de Sens. Alors, notre précédent podcast, tu parles quand même d'un podcast qui a été enregistré il y a des années. Je voudrais pas que les auditeurs croient que... Oui, mais pour dire que ce podcast-là est dans la même lignée que ce précédent-là, quoi. D'accord. Donc dans la parentalité, on s'était intéressé au thème de la parentalité dans Sens, Oui. en montrant que tous les personnages souffraient de rapports difficiles avec leurs parents, leurs enfants, les deux à la fois. Et là, c'est un autre thème qui m'apparaît, qui est celui de la solitude. D'accord. La solitude dans Sens. Parce que, alors, entre autres parce que je suis en train de relire Sens, parce que je mène une campagne avec Anaïs, Julien et Maxime, pas le Maxime d'ici, mais un autre Maxime, donc la fine équipe de Charybde, Oui. que je salue au passage, car Qu'on je sais salue au passage. qu'il m'écoute. Anaïs, bien bonjour. Julien et Maxime aussi, forcément, oui, mais bon, bref. Toujours est-il que le podcast sur la solitude, c'est parce qu'à force de replonger dans ton travail, je trouve que c'est vraiment un thème qui revient très 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 souvent. D'accord. Et j'aimerais t'interroger sur comment ça... Tu vas Ça encore manifester. C'est encore un podcast de psychanalyse. Ah mais je l'ai dit au début tout à l'heure, D'accord. j'ai commencé par ça. Ok, d'accord. Mais bon, évidemment, on a là notre couple d'exégètes de premier ordre. Donc si je dis une connerie, ils sont Morgane là et pour Maxime, me... exactement, qui te diront. Alors déjà, à la page 476, je ne suis pas d'accord, Tout à troisième fait. paragraphe. Tu dis ça Ok. dans les écrits apocryphes. Mhm. Et donc, alors voilà. Alors, Pourquoi ouais. la solitude? C'est un truc qui revient très souvent. C'est un truc qui revient un peu avec les immortels, même si c'est quelque chose que tu n'abordes pas beaucoup. C'est-à-dire que les immortels sont seuls, uniques, ils sont 6 moins 1 plus 2. On va spoiler un peu quand même. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que Zilise, elle est endormie, et puis on a quand même 2 immortels supplémentaires qui sont Chrysor Orion et puis Bran Oberon. Bran Oberon. Même si, ouais non, peut-être pas spoiler trop. Toujours est-il que voilà, ils sont pas nombreux et finalement ils se mènent, la guerre se mène pour eux à leurs pieds, mais pour des gens qui leur sont d'année en année de plus en plus étrangers. Tout à fait. C'est une thématique qui revient avec l'image de Dieu, puisque dans Sens, Dieu, c'est-à-dire Sens, est un être qui est qui, au moment où il est fini, ou au moment où il est véritablement dans l'état de Sens. Ah, il y a Maxime est qui seul. plus soit le podcast. Il a commencé ce podcast, juste pour signaler, il a commencé ce podcast pas trop convaincu de solitude. Puis là, il est en train de dire, ah oui, mais finalement, j'ai l'impression que tu as l'air d'être plus convaincu. Disons que le thème que tu es en train de dire, c'est avec une discussion qu'on a eu récemment sur le fait qu'au moment où Maxime. on atteint l'état de sens, à mon avis, c'est le moment où on le regrette. Et c'est ce qui est arrivé à Classis, à mon avis. Il a senti dans le même moment. Ah, attention, il y a ton micro qui lâche. Du coup, je disais, le thème que tu es en train d'aborder sur le fait de le moment où on atteint l'état de sens, pour moi, c'est un instant hors du temps et de l'espace. C'est le moment où Classis, il a atteint ce moment, il s'est vu dans le futur ayant atteint l'état de sens, il a vu intégralement toute sa vie dans son passé, et c'est ce moment-là où il s'est rendu compte de ce qui allait lui arriver, et il y a une partie de lui qui a accepté cet état de fait, il y a une partie de lui qui l'a refusé. Ouais. Donc Ça, tu parles de l'accident des pour moi, laboratoires c'est inversés. pour ça que pour moi il y a 3 Classis en fait. Il y a le Classis d'avant, l'instant d'avant où il atteigne l'état de sens, le Classis qui a atteint l'état de sens et le Classis qui s'est scindé en ennemi de celui qui veut pas atteindre l'état de sens. Mais ça c'est ma façon de voir. Et en effet, Sens nous dit dès le début que, en mon avis, quand on a un point de vue de partout et de nulle part, on se sent d'une solitude. On se sent seul, et en fait Sens refuse l'idée d'être seul, et comme il ne peut y avoir qu'une seule personne en état de sens à la fois dans un univers, en formant AMJ qui va prendre sa place, la seule chose qu'il veut, c'est mourir ou redevenir humain. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, et c'est la même chose quand il crée en fait des PJ, c'est-à-dire quand il invoque des PJ dans son univers, c'est qu'il s'assure que il sera plus seul. Alors pour nos auditeurs qui sont pas forcément familiers avec la métaphysique de Sens là qu'on est en train de traiter, S'ils écoutent juste pour répéter ce que c'est que l'état de Sens. Ouais, d'accord. L'état de Sens, Ok. c'est le fait Ça d'être marche. capable d'accéder à tous les faits
d'un univers parce que, en général, soit on l'a créé, soit on le connaît de manière extrêmement bien, soit on en a l'autorité en jeu de rôle. Alors, Par exemple, vous pouvez tout de suite faire l'expérience de l'état de sens en créant un univers dans votre tête avec ses règles. Enfin, c'est ce que fait n'importe quel créateur d'univers, en fait, parce que il ne connaît pas expressément la totalité des faits, mais comme il peut les définir, il peut dire, en fait, à tel endroit, il y a un village, il est perché en haut d'une falaise, il y a des mines en dessous, il menace de s'écrouler, il y a des gens qui, etc., etc. Tout à fait. Donc, mais vous vous rendez compte aussi que c'est bien pour ça qu'il y a tellement de jeux de rôle qui sont créés, parce que quand tu crées un univers, c'est cool. Enfin, c'est quand même nettement, t'es très seul, quoi, une fois que tu l'as créé. C'est nettement mieux de pouvoir ensuite le partager et puis de pas être seul à le. Et attention, je pense qu'il faut rappeler quand on dit qui a de la totalité des faits, il maîtrise également la totalité des liens. Parce qu'on se rappelle que dans la métaphysique de sens, les faits n'existent que par les liens qu'ils peuvent faire entre eux. Enfin, si je me trompe c'est-à-dire pas. Moi, l'état de sens, c'est un concept. Les faits, c'est un concept que je n'ai pas développé moi-même. Ce sont des faits simples qui sont reliés entre eux. Oui, tout à fait. Donc du coup, l'état de sens maîtrise aussi l'intégralité des liens. La réification, c'est ça? C'est compliqué pour les liens. On y reviendra peut-être plus tard. Je voudrais juste terminer de motiver mon sujet. Je parlais de la solitude. Les liens ne sont pas inhérents à l'état de sens. Et l'un des aiguilleurs de sens insiste particulièrement dessus, qui est le classisme de Sens Néant. Mais non, mais alors pour terminer de motiver donc il y a cette position métaphysique là, mais il y a aussi des personnages qui sont foutrement seuls, quoi. Ouais. Classis, au début de sa vie, il est donc là on spoil jusqu'à Sens Néant, on va se dire ok comme ça. Et au début de sa vie, il est planqué sur la lune dans les laboratoires inversés avec ses Lego. Il est tellement seul qu'il en devient presque dingue, puisqu'il s'invente tout un monde. Mais pas presque. Même voilà. Fou, ouais. C'est une expérience classique, c'est une expérience vachement glauque. C'est ça. Et même, il me semble que la solitude, c'est un truc qu'expérience aussi Azilise. C'est une espèce de solitude absolue, en fait, où tu t'es même coupé du monde. Ouais, c'est ça. On peut même pas, les gens à l'extérieur qui observent Azilise ne peuvent même pas savoir si elle perçoit et même s'il se passe quelque chose. C'est vraiment, c'est vraiment une solitude entière, quoi. Si je réfléchis aux autres, alors après je connais mal la relation Miphos-Wilfried, mais il me semble que Miphos est très seul aussi. Et Wilfried aussi est très seul parce que il est immortel jusqu'à très tard. Il connaît pas l'identité de ses parents. Il erre comme ça d'expérience en expérience. Il a perdu toutes ses attaches. Sa femme est morte, ses enfants aussi. Enfin, lui aussi, il est complètement abandonné, quoi. Disons que parmi les humains, c'est celui qui a probablement, parmi les immortels, c'est celui qui a probablement l'expérience de solitude la plus humaine. Moi, je pense, Wilfried. Et d'une certaine manière, je pense que les bugs, si on veut travailler leur personnalité, ils ont sûrement aussi un problème de solitude. Je veux dire, t'es au pôle Sud, dans une base militaire, déjà super l'enfance, génial. Et tu vois jamais le soleil. On te dit que t'es l'élite, donc tu te bats tout seul. Et puis, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes de micro, puis en plus j'ai des problèmes de gorge. Alors comme ça fait deux problèmes. Il y a un problème de solitude vis-à-vis de être le seul à pouvoir faire telle chose. C'est ça. Puis même leur état de bug, en fait, on leur dit bien, vous êtes les seuls à être comme ça. Il y en a pas deux. Enfin, il y en a pas deux comme vous. Vous êtes fondamentalement libre, etc., etc. Ouais, non mais carrément, c'est vraiment un thème qui traverse jusqu'à même le nom d'un personnage. Solipsis, ça fait quand même penser à solipsisme, la théorie qui suppose... alors, sachant que le solipsisme, la théorie ne prend qu'un L, alors que solipsis, le personnage prend deux L. Mais bon, ça ne trompe personne. C'est pas exactement une théorie, c'est une vision du monde dans laquelle on nie le fait que... Oui, il faut être précis, pardon. Il faut être précis, parce que... Alors, vas-y, développe. Une théorie, c'est dans un cadre scientifique. Là, on parle d'un cadre plus... Mais on parle de théorie philosophique. Oui, à mon avis. Donc en fait, c'est juste que c'est un abus de langage, je pense. Non, c'est pas le même jeu de langage. C'est pas le même jeu de langage. Voilà. Ok. Toujours est-il que le solipsisme, c'est une pensée qui dit, après tout, je n'ai aucun moyen de vérifier que les autres existent. C'est-à-dire, je ne peux pas vérifier que les autres ont un jeu. Non, pas. Autopromo, un thème qui sera majorement développé dans un prochain jeu de Fabien Hildwein appelé le langage de Babel. Donc je ne peux pas, comme je n'ai pas de contact avec votre jeu, si ça se trouve, je peux croire que je suis le seul au monde, et que étant le seul au monde,
en fait, tout ce que je vois autour de moi n'est qu'une création plus ou moins inconsciente de moi. Il y a un livre de Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que je n'aime pas beaucoup, mais le livre est bon, qui s'appelle La secte des égoïstes, si je ne me trompe, qui est un club qui raconte au moment des Lumières, un club de solipsistes. Et qu'est-ce que ça signifie, comment ça se passe? C'est pas un paradoxe. Oui, voilà, parce qu'en fait, ils se réunissent pour se convaincre les uns les autres qu'ils sont tous uniques au monde, quoi. Il y a une légende urbaine qui raconte que la théorie du solipsisme donc était très très développée à l'époque de Bertrand Russell, de Wittgenstein, etc. Et parce que justement Wittgenstein en parle pas mal aussi dans le Tractatus. Et en fait, moi je crois que c'était une théorie qui était assez à la mode à cette époque-là. Et Bertrand Russell a reçu une lettre d'une admiratrice qui lui disait « Bonjour, je suis convaincu par les théories du solipsisme et je suis très surpris que d'autres ne le soient pas comme moi. » C'est très paradoxal. C'est un beau paradoxe. Et voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'était. En fait, le fait est qu'en gros, ce que ça dit, c'est que le fait que le monde existe autour de moi, enfin que les autres existent, je ne peux pas le vérifier, je ne peux pas non plus le réfuter, donc il faut que j'accepte c'est de l'ordre de la croyance, n'est pas vérifiable. Exactement. D'où le fait que Fabien tout à l'heure refusait à cette théorie son statut théorique, justement. Oui, parce que une théorie au sens scientifique doit pouvoir être réfutée, sachant qu'on parle bien sûr ici de théorie philosophique. Donc du coup, on n'utilise pas forcément le terme théorie dans le même cadre. Et alors attends, puisqu'on en sauf est là, les philosophes analytiques. Bon, c'est Unleashed, hein, donc on oui, s'en fout bien du sûr, évidemment. Il y a un truc que j'ai pas compris depuis super longtemps. T'arrêtes pas de me dire que le réalisme et le solipsisme c'est la même chose pour Wittgenstein. Ouais, alors donc le réalisme c'est la position opposée au solipsisme, qui est l'idée qu'il existerait une réalité indépendante et totalement indépendante des sujets qu'il a. Tu me prends de court. C'est un sujet que j'aurais bien voulu travailler avant de l'exposer, parce que c'est un sujet qui est très très pointu en fait à expliquer. Pourquoi est-ce que le solipsisme développé rigoureusement ou le réalisme développé rigoureusement mène strictement aux mêmes conclusions et au même état? Ça arrive en point 6 c'est-à-dire au 6e aphorisme expliqué de Wittgenstein. Donc en gros, ça suppose, pour comprendre ces développements-là, d'avoir lu tout le Tractatus et de l'avoir parfaitement expliqué au préalable. Là, si tu veux faire un thème là-dessus... Non, c'est absolument impossible. Si tu veux faire un terme là-dessus, je veux bien, mais je veux pas faire. Voilà, c'est ça. Ça nécessiterait presque un podcast complet qui pourrait intéresser les auditeurs les joueurs de sens en règle générale, puisque je rappelle que le combat finalement solipsis versus mythos, c'est aussi en un sens le combat du réalisme contre. Donc finalement, la position rapidement de Wittgenstein, c'est de dire qu'il y a deux divinités dans le monde qui sont le jeu et le monde. Et le monde, tout à fait. Et qu'ils interagissent, quoi. D'accord. En gros, c'est. Ok, bah on va pas te cuisiner là-dessus. L'idée de dire que son monde personnel, son monde intime et le monde tel qu'on l'imagine, le grand monde et le petit monde sont le même monde. D'accord. À partir de là, liés par le langage. C'est compliqué. Ok, bon, revenons au thème. C'est con parce que si j'avais su, j'aurais travaillé ça et puis on aurait pu. Le chaos, c'est pas toujours vachement utile, dites donc. Là, pour le coup, vu qu'on parle de Wittgenstein et tout, j'aime bien être précis parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, revenons au podcast sur le thème de la solitude. Donc, je crois avoir montré que c'est un thème qui est effectivement très présent dans Sens. Je crois qu'on peut pas trop parler de Sens Cosmo, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un thème qui va revenir qui reviendra dans tout mon travail. En fait, si on réfléchit même par rapport au Val, le Val est aussi un jeu sur la solitude. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, justement? Bon, rapidement, parce que c'est pas un podcast sur le Val, mais le Soleil a cette position centrale de grand méchant et effectivement d'étoiles solitaires que personne contre lequel tout le monde se bat et que personne n'a le droit d'aimer, etc. Et donc il y a aussi ce thème et pour autant c'est l'étoile principale qui donne sa lumière au monde, qui rend possible le Val, qui donne sa lumière aux êtres humains, etc. Il est à la fois digne de louange et d'amour pour certains types d'humains et en même temps c'est l'ennemi qu'on doit combattre. Il a une position un peu tragique. Voilà.
Et il est aussi le seul homme à avoir accès aux lois du gouvernement. Le seul est probablement effectivement des choses que je dis le plus dans toutes mes fictions. Mais je me demande. Rien spoiler, c'est la position clairement de Mifos Quadria, quoi, qui est au sommet de toute la hiérarchie, qui a un projet et que personne ne comprend. Personne n'arrive à comprendre Mifos Quadria et tout le monde a envie de l'arrêter. Et j'ai l'impression qu'il a même abandonné l'idée d'essayer de convaincre les gens parce qu'à chaque fois qu'il essaye, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller lui casser la gueule. Tout à fait. Alors, l'état de sens, qui est ce concept que vous définissiez tout à l'heure, qui est difficile à définir quand même. C'est toi qui parles de ça, Fabien. Je tiens à dire qu'il n'est pas dans les livres. Mais je crois qu'il est nettement plus utile que sens. Sens n'est pas une personne, si tu veux, c'est une position. Oui, mais tu sais que moi, j'aime beaucoup l'ambiguïté. Et le problème de l'état de sens, c'est qu'il l'attribue à quelqu'un. Oui. Mais une personne dans l'état de sens... Moi, ça, j'ai pas voulu que ce soit évident, par exemple. Mais non, mais bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment une personne? C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu aussi dans ce sens qui est de savoir est-ce que c'est pas un dieu qui influence des gens à le comprendre dans un sens donné, etc. Faut pas oublier ça. Or, si on dit tout de suite que l'état de sens est une attribution, une propriété d'un être humain, on comprend qu'il y a personne au-dessus. Ce qui est c'est plus un être humain. Du coup, sens n'est plus une entité. C'est une propriété. Moi, je pense que tu peux avoir les deux, Romaric. Tu peux avoir le sens dans le sens auquel tu l'entends. Et je pense qu'effectivement, quand on parle de la position très particulière de Classis, etc., parler d'état de sens permet quand même d'être facilement compris, notamment pour... Ça, c'est vous qui le dites. Je pense que vous êtes plus compétent que moi pour savoir ce qui peut être compris de mon jeu que moi-même. Parce que moi, j'écris mon jeu pas pour être compris. J'écris mon jeu pour me faire plaisir et voilà. Alors, pour aller un peu au cœur de ce podcast, ce que j'ai dans le cœur. Est-ce que tu peux nous... T'as envie de me faire Est-ce que tu peux t'étendre sur le divan et puis je vais parler. Nous parler de ce que ça t'évoque la solitude? Cette thématique de la solitude vient d'une réflexion qui a été faite par Philippe Drapeau Vira Contim au sujet de Dieu au cours d'un cours de philosophie du langage, philosophie analytique. Il présentait en fait, mais j'imagine que cette conception n'est pas de lui, pour autant j'ai jamais réussi à la retrouver ailleurs, ou alors c'est que j'ai mal cherché. Il présentait Dieu à un moment donné comme une personne qui serait assise sur un fauteuil avec devant lui un ensemble de photographies qui représenteraient toutes les situations du monde avec heure, date, etc. Et Philippe dit, si Dieu est omniscient, alors voilà ce qu'il a devant lui. Il a toutes les situations du monde devant lui en permanence, auxquelles il peut accéder en un clin d'œil, avec le temps et la minute, l'heure à laquelle ça se déroule. Et il disait, il n'y a qu'un seul truc qui lui manque à cette personne, c'est le ici, le maintenant, le je. Alors il faut savoir que Philippe Drapeau-Contim est un professeur de Rennes qui a fait sa thèse sur l'indexicalité. Il a fait d'abord une première thèse sur Leibniz, puis ensuite une deuxième thèse sur l'indexicalité. Et donc le je, le ici, le maintenant, c'est son dada. Et lui, ça, quand il nous a dit ça, j'imagine, dans sa tête, ça faisait rayonner l'idée que Dieu ne peut pas utiliser de termes indexicaux. Ok, il sait tout, mais il y a un truc qu'il ignore, c'est quand on est, où on est, ce genre de choses. Il peut pas dire maintenant. Mais moi, ce qui me fascine surtout, c'est que nous, on sait quand on est, tu vois. On sait qu'on est avant manger, après manger, etc. On a une situation. Pendant le podcast. Alors que Dieu, qui a lui accès à ce podcast de toute éternité, depuis toujours, eh bien lui, il ne sait pas quand on est rendu. Il ne sait pas si en ce moment même on est en train de l'enregistrer ou pas. Et quand Philippe a parlé de ça, ça m'a hanté. Je me suis dit, il faut faire une fiction autour de ça. Je savais pas pourquoi, mais c'était Sens était à ce moment-là le jeu sur lequel on était en train de jouer le plus après Saint Seiya, parce qu'à cette époque-là on jouait encore à Saint Seiya, avec la table de Rennes, et je me suis dit il faut à tout prix que je fasse un personnage qui a ce problème. Et du coup est née cette idée, et tu vois, ce dieu de ce dieu solitaire, et je me suis dit mais ça ne peut être que le grand méchant. Et justement sa motivation c'est ça, c'est de comprendre le ici
le maintenant, le quand on est. Et puis, ça me fait aussi quand même diablement penser à l'idée des catholiques selon laquelle le Dieu doit s'incarner. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer, je ne dis pas que c'est le cas, on peut imaginer que le Dieu des catholiques, à un moment donné, a eu la nécessité de s'incarner. Des chrétiens en général, pas spécifiquement des catholiques. Des chrétiens en général, même des judéo-chrétiens, a eu, d'une manière plus générale, en gros, les monothéistes, quoi. Même les monothéistes, je pense. Ouais, non, là, un peu de choses près. On va rester sur les chrétiens pour être sûr, parce que je suis pas convaincu du tout que l'islam ou le judaïsme est... Alors c'est même sûr que pour le christianisme, c'est sûr. C'est même sûr que il me semble que l'islam refuse à Jésus. Ils assument, ils disent Jésus était un prophète, ça c'est certain, mais ils lui refusent le titre de fils de Dieu. Tu sais que c'est marrant parce que il y a pas longtemps, on a tous nos petites lubies. C'est sûr. J'ai pas mal lu sur les hérésies des chrétiens primitifs, donc l'arianisme, le donatisme et tout un tas de trucs. Et en fait, il y a énormément de problèmes, ou d'hérésies, de courants de pensée qui surgissent à essayer de définir la relation entre Jésus, donc entre le Fils, entre le Père et entre le Saint-Esprit. C'est-à-dire comment et il y a des empires qui se sont déchirés autour de ces questions-là. Oui, bien sûr. Et donc, par exemple, l'arianisme disant Jésus était homme, mais il avait une part de divin en lui. Je crois que c'est le donatisme qui dit que Jésus était entièrement divin, qu'il n'était pas du tout, il n'était qu'une manifestation divine, il n'avait rien d'humain. Enfin bon, chaque secte et sous-secte a créé je crois que c'est la question du filioque. Enfin bon, il y a des choses mais si tu veux, ces questions peuvent paraître assez pointues et voilà exactement, et assez dérisoires pour des gens qui regardent ça aujourd'hui à l'heure actuelle de l'extérieur. Mais on vient de dire à l'heure actuelle de l'extérieur. Je pense que ça y est, Dieu ne peut déjà plus comprendre ce podcast. On a perdu Dieu là. Merde, un auditeur de moins et un gros en plus. Tu te rends compte? Exactement. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que le fait de s'incarner personnellement dans le monde, à travers le personnage de Jésus-Christ, c'était une manière pour Dieu d'abord de faire du jeu de rôle pour la première fois, et ensuite de réaliser que ce que ça signifiait être un homme, exactement, et que finalement, lorsque il accepte de souffrir comme un homme et de vivre comme un homme, il essaye de comprendre les choses qu'il a lui-même créées. C'est une manière pour lui de... Non, Morgane, c'est... Ah oui, et puis la crucifixion de ce point de vue-là, ou la passion du Christ, serait le moment où Dieu réalise pleinement la souffrance dans laquelle il a plongé les hommes et la mort, et d'une certaine manière leur pardonne, quoi. Voilà l'idée. Je sais pas si ça va être utile comme question, j'espère, mais est-ce que l'un de vous a une définition du mot solitude en fait? Est-ce qu'on peut être seul quand il y a aucun de nos semblables? Écoute, est-ce qu'on peut ne pas être seul quand il y a... Je crois que c'est la définition du dernier auditeur qui écoute encore ce podcast abstrait. J'ai entendu tous les autres s'enfuir en fait, à pleine vitesse. Non, parce que en fait, je voulais poser la question plus tôt, mais il y a eu des sujets intéressants et je me suis dit, mais comment est-ce que vous la définissez, vous, la solitude? Parce que pour moi, il y a plusieurs degrés. Mais déjà, quand on parle de sens, on parle d'une personne qui est donc nécessairement seule dans son état, mais déjà, qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'on peut pas l'atteindre. Oui. Et si on peut l'atteindre. Oui, enfin. Il est déjà beaucoup moins seul. Oui, d'accord. Non, et même ce que je te disais, si tu crées un univers fictionnel dans ta tête, tu es en état de sens vis-à-vis de cet univers. Donc, tu es seul à l'intérieur de ta tête, enfin seul à l'intérieur de cet univers, tu vois. Donc en fait, tu as une définition de la solitude très ça, c'est physique entre guillemets. Ça, c'est une définition de la solitude, mais tu as des définitions. Après, tu as des définitions sociales de la solitude, ce qu'on appelle l'exclusion. Le fait que quand tu as un problème, tu peux pas, t'as personne vers qui te tourner. T'as des définitions. Le fait de ne pas être compris. Voilà. Est-ce qu'on peut définir la solitude comme tout ce qui n'est pas partagé? Ouais, ce qui peut pas être partagé. Enfin, qui ne l'est pas, ou qui peut, ou qui on n'arrive pas éventuellement. Quelque chose qui ne l'est pas. Voilà. À ce moment-là, c'est la solitude. C'est vrai que si tu parles une expérience qui est uniquement dans ta tête. C'était pas trop le thème que tu voulais aborder, c'était plus la solitude. Moi, c'était la solitude c'était pour faire un podcast psychanalytique sur Romaric. Tu n'y arriveras pas forcément parce que j'ai pas grand-chose à te raconter en fait. Arrête, Rom. T'es fils unique, Mais là, t'as vécu dans cette grande maison vide. Non, c'est pas vrai. Elle était pas vide. J'avais 2 demi-frères. Non, c'est pas vrai en fait.
Je pense que tu romances quelque peu. Un peu. Non, c'est pas que tu. Non, c'est pas. Je pense il y a un travail sur la solitude, mais il ne me pousse pas à la psychanalyse. Si D'accord. Moi, c'est quelque chose. Parce que pour la parentalité, on était d'accord que c'était légitime. Ah oui, tout à fait. Oui, mais et d'ailleurs, tu vois, je n'ai pas hésité à me livrer sur le divan. C'est pas le divan qui me fait peur, c'est la psychanalyse qui me fait peur. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça me fait pas peur du tout. Moi, je veux bien dire ce que j'ai à dire, mais par rapport à la solitude, je serais assez. C'est plus quelque chose d'intellectuel alors. Si, toi. alors il y a ça avec Classis. Quand par exemple je décris Classis jouant avec sa caisse de Lego seul et tout, j'ai ressenti ces moments-là. Effectivement, je parle à ce moment-là de choses que j'ai vraiment vécues quand j'étais gamin, à savoir ces jours, mais comme on les a tous vécus, où on est tout seul. On se fait chier et voilà, et dire et honnêtement Fabien, dire que j'ai été seul au cours de mon enfance, ce serait un contresens, ce serait serait faux, mais à 200%. J'ai toujours été énormément entouré, tu as connu mes potes même à l'époque de la grande baronnie où il y avait plein de potes ici, il y a toujours eu du monde autour de moi. D'accord. Donc c'est non, mais par contre oui, en fait cette sensation, par contre, que j'aime beaucoup décrire sur mes personnages, de ce qu'il sait, il est seul à le savoir, il est seul à se comprendre. Et il ne peut pas le communiquer. Et il cherche à le communiquer. Alors, c'est pas qu'il peut pas. C'est difficile. T'es pessimiste encore une fois sur mes personnages. C'est pas qu'il peut pas le communiquer. C'est qu'il recherche la manière adéquate de le faire. J'ai pas écrit la fin. Je sais pas si le miracle aura lieu ou pas. Ouais. Ce que je sais, c'est que je sais pas si finalement Classis ne réussira pas à transmettre ce qu'il avait envie de transmettre aux autres. Ça, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir avant que Sens ne soit terminé. On verra bien. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que il me semble que la création, le fait pour un auteur d'échanger des idées, et c'est cette marche-là justement qu'il fait. Pourquoi on écrit ? Parce qu'on a une intuition qu'on a l'impression de ne pas la retrouver ailleurs, dans un autre livre. Si on la trouve dans un autre livre, on n'a plus besoin de l'écrire. On dit, je suis fan de ce livre. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec le Tractatus. J'avais ces idées-là dans la tête quand j'étais étudiant, les faits, la métaphysique des faits et tout ça. Quand j'ai vu le Tractatus, je me suis dit, pas besoin de l'écrire. Ah bah c'est cool, il y a un mec qui l'a fait pour moi et qui l'a même fait 100 fois mieux que j'aurais jamais pu le faire. Donc voilà, mais on écrit toujours parce qu'on est seul à penser un truc. Mais ça, je suis d'accord que la démarche intellectuelle, qu'elle soit... Et je pense que c'est plus de ça dont il est question, dans le sens que d'une démarche psychanalytique de se livrer. C'est plutôt de parler de la condition de l'auteur vis-à-vis de son public. Mais ça, c'est un truc que... Fabien. Je me souviens, on en parle depuis super longtemps. Je crois depuis les premiers séjours ici à la Baronnie, où je te disais, mais en fait, moi, je sais que je crée parce que j'ai des choses en moi et que je n'arrive pas à les dire intellectuellement, tu vois. Il y a toujours dans Monostatos, ça c'est certain, quelque chose que je n'arrive pas à verbaliser, tu vois. Je n'ai pas le langage pour le dire et j'essaie de le dire par une certaine esthétique. C'est plus ou moins réussi, mais la tentative est là, quoi. Il y a vraiment, et ça je reviens à cette histoire de jeu de tout à l'heure, le fait que je ne peux pas partager vos émotions. Il y a une incommunicabilité fondamentale entre les êtres humains, quoi, qui est extrêmement rude et qu'on essaye de franchir à coup de créativité. On n'est pas empathique. L'être humain n'étant pas doué du sens de l'empathie, il peut échanger des propositions, vraies, fausses, etc., mais il ne peut pas partager l'équivalent d'un monde intérieur qui n'est qu'à lui et qu'il ne peut qu'essayer de faire passer. Vous êtes vachement pessimiste. Par façon... Contrairement au Sétantra, d'ailleurs. Moi, je trouve... au Sétantra, oui. Voilà, exactement. Contrairement au Sétantra, qui eux savent tout. Mais c'est marrant la manière dont vous en parlez comme d'ores et déjà d'un échec. Moi ça me marque chez vous dans votre discours. Non. C'est qu'on ne peut pas. C'est comme si c'était pas possible. On part de la figure de Sens. Oui, mais dans Sens, il réussit. Il réussit. Oui, d'accord. Ok. Et il réussit carrément. Même quand tu vois, il disait, il y a 3 Classis, il y a déjà 3 Sens. Enfin, tu vois, quelque part, il réussit. J'exagère un peu, mais il réussit. En fait, finalement, ça ne raconte que l'histoire d'un succès. Alors après, bon. Mais à quel prix ? Oui, mais bon. C'est pas grave. Oui, parce que finalement, pour revenir à Classis, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Maxime, c'est-à-dire que il se rend compte que si il laisse vivre sa femme, elle va finalement l'enfermer dans une fiction dont il ne pourra pas s'échapper, et qu'il a déjà vécu avec ses Lego et qui lui fait horreur. Ouais.
Mais en même temps, pour y échapper, il est obligé de détruire l'œuvre de sa femme et de la détruire elle-même, parce que sinon elle pourra toujours lui raconter et revenir à la charge. Donc... pour reprendre encore sur la solitude, pour avancer un petit peu, il y a aussi cette vision aristocratique chez moi, qu'on a tendance un peu monarchique presque. Quand on regarde, mes personnages sont quand même des empereurs, des rois, des soleils. C'est marrant, je me faisais la réflexion ce matin. Des pharaons. C'est quand même, il y a quand même une vision de enfin, voilà. De noble aussi, ouais, de la noblesse, en fait, Karim dit de l'aristocratie. Il a raison, c'est-à-dire que, en fait, moi, je suis probablement un aristocrate, au sens, je crois en la noblesse de l'âme et de l'individu. C'est pas la même chose, hein. Ouais, je sais. Parce que à échelle individuelle. Juste, je finis ma définition. Il y a la noblesse morale et la noblesse de fait. Voilà, il y a la noblesse sociale comme un groupe privilégié et mis à part, et puis il y a la noblesse au sens nietzschéen qui est de dire, voilà, chaque être humain a la possibilité de s'élever. Quand tu y réfléchis, Nietzsche, enfin, c'est toi le spécialiste, mais il me semble, moi, quand je lis Nietzsche, que Nietzsche est un grand solitaire. Bah oui, ça, c'est complètement. Mais lui, pour le coup, il a vraiment de la psychanalyse à faire à ce sujet. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça va pas de pair aussi? Lui, il y a aussi une question de genre, parce qu'il était qu'avec des femmes dans son enfance. Son père est mort très tôt. Il avait que sa sœur, sa grand-mère, sa mère et ses tantes. Et la question de la solitude, c'est aussi comment tu existes indépendamment des autres. Il n'y a que dans la solitude, en fait, que tu le sais. Que ce soit parce que tu peux être seul, entouré de plein de gens. Hein. Tu peux être dans une pièce. Bon, je pense que beaucoup d'auditeurs, si ce n'est tous, être seul à plusieurs, on fait l'expérience. On est seul aussi parmi les hommes, dit le serpent dans, dans Le Petit Prince. C'est une solitude qui est encore plus... C'est une solitude qui, attention à ton micro, hein, Morgane. Pardon, tu est encore plus violente, ou encore plus, tu vois, parce qu'elle ne devrait pas exister. Enfin, elle n'est pas logique dans le sens où il y a plein de gens, je ne devrais pas... Ça, c'est la solitude de sens mort, en fait. Jusque-là, on a beaucoup parlé de sa solitude de sens néant. Cette solitude-là, par contre, moi, je l'ai beaucoup ressentie. Et ça, c'est la solitude de sens mort, c'est-à-dire le fait que... Mais ça, c'est un truc qu'on connaît depuis... C'est pour ça que la définition de la solitude que disait Maxime au début est très intéressante. C'est-à-dire le fait qu'on soit dans une société de plus en plus individualiste, où il y a un atomisme des individus, des valeurs, et donc que ça, c'est la postmodernité aussi, le fait que les grands récits qui nous liaient, type la religion, le communisme, la modernité, la science, se sont écroulés, ou en tout cas ont changé sacrément de forme, et donc que c'est très dur de se sentir encore relié, sauf à un petit cercle d'amis qui est autour de nous, quoi. Ah putain, j'ai plein de trucs à dire en fait par rapport à tout ça. L'idée aussi qu'on est le meilleur. L'idée que on a du coup une responsabilité de ça. Je vais pas reciter Spider-Man, mais l'idée que on est fort, on est intelligent, on a une chance que les autres n'ont pas. Et ça implique aussi de la solitude. Tu vois, en fait, là, on va retrouver la psychanalyse qu'on avait faite sur la parentalité, où j'expliquais justement que l'héritage de ma maison et de mon domaine en règle générale m'avait poussé à la créativité, parce que je voulais justifier cette... Du sens, t'es responsable. Ça, tu vois, mon gars, ça, c'est une vraie solitude, parce que t'es seul à porter un truc. Tu sais que toi seul, parmi tous tes amis, parmi tout ton entourage, a cette chance-là, et que tu ne dois pas la gâcher. L'idée, en fait, c'est pas que t'es le meilleur, mais c'est que t'as une charge particulière. Alors, t'es privilégié. Ça, c'est un truc. Alors, c'est un truc que j'ai ressenti aussi. Ça, c'est important, hein, par contre, chez moi. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti aussi beaucoup. Mes parents m'ont beaucoup fait voyager quand j'étais gamin, et j'en suis très reconnaissant. Et j'ai toujours été très, très frappé par la pauvreté dans le tiers-monde. Je sais que c'est un peu tarte à la crème en le disant, mais si tu veux, je suis revenu beaucoup de ces voyages avec vraiment cette idée qu'on a une grande responsabilité en tant que personne privilégiée. Oui. Et je dis ça encore plus en tant qu'homme blanc. Et puis, je pourrais... parce que toi et moi, on partage une chier de position de dominant. Hein, oui, tout à fait. On n'est pas malade, on n'est pas. Et je pense que toi et moi, on se rejoint là-dessus, qui est qu'on est tous les deux très conscients justement des privilèges dont on dispose. Oui.
hétérosexuels aussi. Et ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs avant qu'on enregistre ce podcast, c'est qu'on est tous les deux frappés par la malédiction de la culpabilité. C'est-à-dire que non seulement on est privilégié, on le sait, on en a conscience un peu de nos déterminismes parce qu'on est quand même malin, et en plus on est très marqué par la culpabilité. C'est-à-dire qu'on en sent de la culpabilité. Oui, on partage plein de trucs là-dessus. Hein. On se demande ce qu'il faut en faire, quoi. Comment faire pour se faire pardonner de tout ça, alors qu'on n'a pas à se faire pardonner de tout ça. Plus exactement, à utiliser, à ce que ces privilèges soient utilisés de la manière la moins égoïste possible. Peut-être justement même pour mettre fin à ces privilèges. Voilà, c'est pour ça que moi je suis féministe. Tu vois, regarde, déjà, tu prends tout ça, les personnages de Sens le partagent quasiment tout. Myphos, c'est pareil en un sens. Il se sent privilégié du fait de lui avoir cet accès particulier à la connaissance qu'il a, et il voudrait en faire partager tous les autres. Le Myphos, en un sens, c'est quelqu'un qui sait et il veut partager son savoir. Il aimerait être compris. Il aimerait que tout le monde arrive au même niveau que lui, dans le fond. Donc c'est pour ça qu'il partage Cosmo et Rebirth. Je pense que c'est ça, l'origine, son objectif. Si on revient sur la question fondamentale de Maxime, il comprend que ça rend l'humanité fou, en fait. Qui est les définitions de la solitude. On a une définition de la solitude qui est métaphysique, qui est celle de Sens Néant. Il y a une définition. Pourquoi celle de Sens Néant est une solitude métaphysique ? Ah oui, celle de Dieu, tu veux dire. C'est ça, voilà. D'accord, la solitude de Dieu. Il y a une solitude, et si tu veux que ces tantras, d'une certaine manière, arrivent on la retrouve dans Sens Mort, hein. Alors, on la retrouve dans Sens celle de Sens Mort, c'est plus une solitude. Laisse-moi aller jusqu'au bout, d'accord. Ouais, il y a une solitude sociétale, donc de Sens Mort, qui est liée à l'évolution des sociétés contemporaine, enfin, à partir de la révolution industrielle au XIXe siècle. Voilà. Et celle-là, tu peux vraiment, pour le coup, l'associer à Sens Mort. Il y a une solitude qui est la solitude de l'intellectuel ou du créatif qui a quelque chose à dire, mais le langage actuel, les œuvres actuelles ne lui permettent pas de le dire. Qui est à la base du créateur. Et puis il a. Attends, et ça c'est qui ça? Personne. Enfin, c'est juste les. Ça c'est pas Sens. Ça c'est le langage de Babel. Ça. Oui, peut-être. Il y a une solitude géographique qui est celle de Sens Renaissance, avec ses grandes étendues dévastées, complètement vides, ces villes détruites, ces ruines, ces océans immenses et sombres. Dans Renaissance, en fait. Peut-être. Dire quand ils descendent dans les ruines du Caire, tu fais pas meilleur exemple de la solitude, quoi. Et puis les bugs, c'est la 5e type de solitude, qui est la solitude des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, quoi, et qui ont toujours bénéficié de plein de choses, et qui se disent et qui ont cette responsabilité de se dire tu dois sauver le monde. Ça, je pense que je peux pas. C'est différent parce que tu vois, toi et moi, on n'a jamais eu l'injonction. Mes parents m'ont jamais dit tu dois sauver le monde. Ah, c'est marrant. Ah oui, non, mes parents ne sont pas des psychopathes, c'est tout. Ils t'ont jamais dit on a tout fait pour que tu aies de quoi être heureux, oui. Mais que c'est pas la même chose être heureux. Oui, le monde, mais malgré tout, on t'a légué des choses de manière, on espère que ils sont jamais excusés auprès de toi de t'avoir laissé un monde dans lequel il est. Ils espèrent que toi aussi tu pourrais essayer de le changer. Enfin moi oui, donc moi c'est pas vraiment le cas, mais j'ai un rapport. Il y a peut-être une différence générationnelle aussi entre vos parents. Oui, c'est vrai que c'est pas la même génération. Oui, parce que mes parents, mon père est né en 38, quand même. Donc, ah oui, d'accord. Le tien est né en? Moi, 50, c'est un. Voilà, c'est l'inverse. Mes parents, c'est des 68 arts. Ma mère est née en 51. C'est la culpabilité des 68 arts. De pas avoir réussi à changer le monde à cette époque-là. Et donc, si tu veux, oui, voilà, ce 5e type qui est là. Mais qui est un truc que tu te mets toi-même. Je veux dire, moi, si j'avais voulu, ou enfin, avec une autre disposition psychique, j'aurais pu aussi me dire, écoute, rien ne m'empêche d'être un macho, de faire, enfin, tu vois, de vivre, de profiter de mes privilèges, point, quoi. Tout à fait. Ouais, non mais c'est d'accord, ok. Donc solitude sociétale, dont on est tous d'accord qu'elle est vraiment particulièrement axée sur Sens Mort. Enfin, on en parle même que là, je pense. Sauf dans la Panthéiste de Sens Néant, où on en reparle à ce moment-là. On parle à un moment de Syria et puis des solutions. Mais Syria, c'est presque une redite de Sens Mort. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a la solitude métaphysique. Bon, tu dis qu'elle traverse le début de Sens. Moi, je pense qu'elle traverse vraiment l'intégralité de Sens. Hein, vraiment. Mais elle est quand même très très nette dans Sens Néant, quoi. Tu vois, enfin. La figure de Classis. Enfin bon, ok. Dans le speech de Sens, dans Sens Renaissance,
C'est vraiment quand tu lis le premier speech de Sens dans Sens Renaissance, j'ai l'impression que je ne parle que de ça dans ce speech. D'un mec qui est là, qui dit oui, il faudra les ramener à moi, mais en même temps, ce sont pas mes ennemis, ce sont mes meilleurs ennemis. Enfin, il sait plus où il en est. Un autre type qui me vient maintenant, un sixième type de solitude, qui est celui, on parlait tout à l'heure t'en trouveras 6 de toute façon. Oui, des parents, qui est la solitude parentale. C'est-à-dire que ça m'étonne que j'ai pas encore d'enfant, mais j'espère pouvoir en avoir un jour. Et je réfléchis beaucoup aux questions d'éducation. Et si tu veux, par rapport à tes enfants, ben déjà t'es unique au sens où t'es la personne qui s'occupe d'eux, qui est la personne qui est, tu vis tout le temps avec eux. Toi, tu t'en sais quelque chose avec ton fils. Oui. Et surtout, il y a un paradoxe qui est que tu élèves tes enfants pour qu'ils soient autonomes. En tout cas, moi, c'est plus ou moins comme ça que j'aimerais élever mes enfants, quoi. Ça m'étonnait que t'en aies pas déjà parlé de ça. Tu vois c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, moi, alors il y a des gens qui ont des enfants comme ils éternuent, donc ils savent pas pourquoi. Il y a des gens qui ont des enfants pour transmettre des valeurs. Moi, j'aimerais, mais évidemment, ce sera nécessairement faux, hein. Je me suis assez intéressé à la psychanalyse pour savoir que nécessairement on transmet des névroses à ses enfants. C'est bien. Et finalement tu oui, mais n'oublie pas, hein, pessimisme théorique, optimisme pratique. Et que si tu veux tes enfants, il y a ce paradoxe, oui, je t'éduque donc pour que tu sois autonome, donc nécessairement tu vas faire une bonne crise d'adolescence bien compliquée dans laquelle tu essaieras de te débarrasser de moi, mais en même temps tu auras besoin de moi, mais en même temps j'essaierai de te protéger, mais en même temps de te pousser à être autonome. Enfin bon, c'est nécessairement paradoxal une bonne éducation, hein. C'est nécessairement névrosant. Bon, d'une manière générale, en fait, je pense que tu vois le truc. Moi, en fait, ce que je voulais te dire par rapport à ce... Ah oui, pardon. Et c'est vrai aussi pour le lien entre le meneur de jeu et ses joueurs. En fait, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, je pense que tu as vu de la solitude là où il faut plutôt y voir la transmission. Et c'est pour ça que je te dis que vous êtes pessimiste. Parce qu'en fait, moi, j'ai la sensation que tout ce dont parle Sens, c'est de la transmission de joueurs qui vont devenir tout aussi puissants que le MJ. Absolument. Et qui vont atteindre le même niveau que lui pour à la fin qu'il n'y ait plus aucune solitude. Dans ma tête, il était clair que dès le départ, les PJ allaient atteindre Sens. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, ça ne faisait aucun doute au départ que, évidemment, à la fin, on va affronter. Et là, c'est là. Moi, je suis un fan de Saint Seiya. Le cosmos, c'est toi. Le dieu, c'est toi. Ça brûle, ça pète. Tu es, voilà. Moi, la solitude désespérée du genre je suis seul au monde et tout, c'est ta gueule, enflamme ton cosmos. Et s'il y a un dieu qui te dit qu'il est seul, fous-lui ton poing dans la gueule. C'est ça. Et donc, moi, je suis pas du tout. Et c'est pour ça que moi, ce dont je parle, c'est de la transmission, de Prométhée, de la flamme des dieux transmise aux hommes. En fait, entre maître et disciple, peut-être aussi, non? Un truc comme ça. Bah oui, mais tôt ou tard, le disciple et le maître seront à égalité. Le but des étoiles dans le Val, c'est de devenir l'égal du soleil. Le bon maître, celui qui pousse son disciple à ne plus être disciple, mais à son niveau, et puis à pouvoir ensuite dépasser ou vivre sa vie, ou en tout cas être son égal, quoi. C'est ça. Et là, tu vois, on parle de la transmission, et c'est là qu'on rejoint ce que tu disais par rapport à l'enfant, l'indépendance retrouvée par rapport à l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'éduque pour qu'il soit autonome, indépendant, et que tôt ou tard, il nous dépasse. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que, Sens, c'est le dieu qui attend de se faire dépasser. Le soleil, c'est le dieu qui vient, venez m'affronter. Putain, c'est ma position personnelle que je suis en train de développer là. Ouais, c'est une des premières fois que du coup, on fait un podcast où on parle vraiment de Sens. Mais je sais pas. Si, j'ai l'impression. Pour tous les avoir écoutés, je crois que c'est la première fois qu'on développe. Oui, c'est possible. On fait de la psychanalyse. Ça fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, Sens et tous ces personnages, ce sont l'histoire de transmission. Et plus que de la solitude. Au départ, ils sont seuls. C'est vrai que pour l'instant, dans l'hexalogie, on en est encore à la moitié de l'hexalogie. Cosmos écrit. On en est encore à la phase où effectivement les dieux, les immortels sont seuls, etc. Mais on sent déjà. Hein, moi, je trouve. Déjà, il y en a qui sont plus là. On sent, ouais, voilà. Donc ça partage. On avait déjà mentionné la question difficile du terme d'élitisme. Ouais. Sur le fait que quand je parle d'élitisme, je ne crois pas.
Enfin, je pense pas du tout. Je suis pas technocrate. C'est-à-dire, je pense pas qu'il faut que ce soit les experts qui dirigent, etc., etc. Mais je pense que le bon intellectuel, c'est celui qui doit essayer d'aider les autres d'être à partager ses analyses, ou en tout cas à ce qu'on puisse tous parler au même niveau. C'est-à-dire, c'est celui qui est exigeant envers les autres, qui dit tu peux en fait. Pardon, méliorisme en fait. Si tu veux, je sais pas trop. Je sais pas si le mot existe, mais moi je le trouve moins connoté négativement que. Voilà, le problème de l'élitisme, c'est que ça sous-entend que l'élite cherche à garder son pouvoir. C'est ça. Mais ce qui est souvent vrai, dans les faits. Oui, mais si tu veux me dire, c'est l'inverse pour moi du pédagogue qui cherche à. C'est ça, plus de la pédagogie du coup. Et ça revient à des trucs assez anciens de la philosophie, l'opposition entre le philosophe et comment ça s'appelle les rhétoriciens, les mecs de la rhétorique, les sophistes. Voilà, Morgane l'a fait loin de son micro, mais c'est elle qui a retrouvé le mot. Les sophistes, si tu veux, c'est les gens qui essayent de contrôler à l'aide de leur. C'est sans doute pas vrai, c'est sans doute plutôt une légende, que c'est un mythe que c'est construit la philosophie, mais en tout cas la philosophie, le sophiste, c'est le politicien qui essaye de convaincre et de manipuler les autres par son langage. Le philosophe, c'est celui qui cherche à trouver une sagesse commune. C'est le côté obscur de la philosophie, quoi. Si tu veux mettre du Star Wars partout. Ça a le mérite de. Non, c'est très réducteur. Bien sûr, il y a plein de défenseurs des sophistes contre Platon, justement, qui les aurait caricaturés. Parce que celui qui les a caricaturés, c'est pas la philosophie, c'est Platon. Et Socrate avant lui, peut-être. Il y a quand même ce mythe qui est là derrière. Revenons un peu à la solitude, peut-être. Mais voilà, alors la solitude, moi je trouve que Sens aurait plutôt tendance à montrer l'inverse. Moi je pense que ce podcast, on peut le renverser et montrer que c'est l'inverse qui se passe en fait. C'est-à-dire que non seulement le jeu ne parle pas de la solitude, mais qu'il parle au contraire de la communion. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces personnages cherchent à transmettre et à réunir, à rassembler. Sens est l'ennemi, mais il n'empêche qu'autour de lui, il rassemble des contresens qui vont chercher à devenir Sens eux-mêmes, quoi. Et puis à prendre le à aucun moment, un personnage de Sens ne défend la solitude comme une valeur. Par exemple, ne dit je suis seul et je le resterai, ou tu vois, non, au contraire, c'est plutôt l'inverse. Il dit la solitude est une prison et je vais tout faire péter, quoi. Par contre, il y en a plusieurs qui disent que Solipsis, Azilis est peut-être celle qui comprend le mieux le monde et a le plus d'influence dessus, de par le fait qu'elle soit en dehors du monde. En dehors du monde, mais pas seule. C'est pour ça la solitude d'Azilis. Elle est pas assez. En fait, moi je pense que c'est pas une vraie solitude parce qu'elle est. La solitude est là en négatif. Ouais. C'est dans tout sens, elle est là en négatif. Exactement. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps là parce que moi je suis persuadée que tout ton travail, Romaric, c'est la notion d'héritage qui est fondamentale dans tout, le Val, Sens et tout ça. Putain, merci. L'héritage, transmission. Mais quand on parle de la transmission, c'est une histoire d'héritage de quelqu'un qui va. Un héritage suppose une position un tout petit peu plus élevée, ou financière, ou matérielle, ou intellectuelle, vers quelque chose d'un peu moins élevé. On a tous nécessairement des niveaux. Rééquilibrer la balance. Ce que font les parents, c'est pas de la transmission, c'est de l'héritage. J'ai vraiment choisi ce terme de transmission. Putain, il y a mon micro qui merde complètement. On m'entend à moitié pas. Pour expérimenter cette idée de communion, il faut avoir été seul. On ne perçoit le groupe que quand on rentre dedans, ou quand on en sort, ou quand un truc comme ça. C'est le fameux Maelstrom, l'espèce de communion. Voilà. Il faut bien que Maelstrom. Il faut bien qu'au début, on soit pas dedans et qu'à bout d'un moment, on en sorte et on peut le percevoir comme ça. Et effectivement, la solitude, absolument, elle est partout. Je suis d'accord avec Fabien. Et c'est parce qu'elle est là que, en négatif ou en positif, si tu veux, tu perçois l'idée de communion. C'est parce que Sens est seul qu'il a besoin de contresens. C'est parce que les bugs se sentent, et on insiste bien là-dessus, dans oui, mais en même temps, on dit aussi qu'ils n'existeraient pas si eux n'existaient pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il peut pas être seul parce que dans le fond, Sens n'existe pas avant que tu aies ouvert le bouquin, donc il n'existe. Est-ce qu'il existait de par ça ? À mon avis, tu ne perçois pas la solitude si tu la connais de toute éternité. Il faut avoir l'expérience du groupe pour savoir ce qu'est la solitude. Mais tu vois, ce qui est énorme, c'est que ce podcast est en train de répondre à ta question initiale, Fabien. Pourquoi le réalisme et le solipsisme coïncident ? Pourquoi Bah oui, parce qu'en fait, ces deux notions ne peuvent se définir que l'une par rapport à l'autre. Et finalement, Indales et finalement l'opposition entre Indales et Bob, qui fait couler tellement d'encre, etc., à la fin de Sens Néant, sur l'idée des liens, de l'acier, etc., c'est ça, c'est la différence entre
le partage, la communion, les liens à tout, et l'acide, qui est la solitude, l'autosuffisance. Moi, j'aime beaucoup le terme que tu as utilisé quand on a joué à ton scénario sur l'alchimiste, etc. Ouais. L'alchimiste, son rêve corrompu, son rêve acide, c'est l'autosuffisance, c'est la solitude totale, c'est le monde dans ta tête. Ouais, l'ataraxie du dieu. Alors là, on touche à quelque chose aussi qui est intéressant, c'est marrant parce que ça me rappelle qu'un des sujets de philo que j'avais eu en terminale, c'était « Peut-on penser seul ?» Ah ouais, ça. Et qui est tu vois, c'est énorme. C'est marrant comme ça revient. Hein. Ouais. Et j'avais une sale note. En fait, on va faire la Fabien psychanalyse. Reverse psychanalyse là, bam, l'ombre dans l'ombre. Crystal Wall. Oui, mais ton attaque. Quand on parle très souvent de soi, bien plus que du monde. Hein. Mais oui, évidemment. Et une réflexion qui me revient aussi, c'est que c'est sans doute une réflexion de la philosophie, qui est que pour arriver à une part d'authenticité où il y a la solitude est aussi un besoin. Ouais, tu dois te ressourcer. Tu vois, c'est un peu la solitude aussi de la contemplation ou de la méditation. Ouais. Du moment où tu te coupes du monde pour bien éprouver ce que tu es, parce que le monde t'agresse, n'arrête pas de te solliciter, et que finalement la solitude, c'est une manière de faire exister au mieux le monde en prenant soin de soi-même, quoi. Ouais, bien sûr. C'est cette protection, cette coquille nécessaire pour ne pas être une éponge permanente à tout et n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça que je te dis que la solitude te permet de te définir en tant qu'individu par rapport au monde. Tu es le point au centre du cercle. Le ressourcement en ce sens-là effectivement apparaît vaguement dans Sens Néant, mais par contre, c'est pas une thématique, je crois pas d'avoir traité. Laisse-la à d'autres. Ouais, mais très bien, Fabien, je t'en prie. Non, et puis. Sans, je transmets encore le relais, hein. Je te passe le relais, mon gars. Et puis, c'est surtout aussi que. Oui, une réflexion que je me faisais aussi, c'est que finalement, la solitude, c'est. Je crois qu'il y a un bouquin de sociologie de Kaufmann qui s'appelle L'invention de soi. C'est-à-dire l'idée que la notion qu'on puisse être seul ou qu'on puisse être individu est une notion, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est une notion qu'on ne pensait pas au XVIIIe siècle, quoi, ou pas comme on la pense aujourd'hui, quoi. D'accord. Ouais. Et que si tu veux, cette notion de solitude est aussi quelque chose qui a été inventé à une certaine époque. C'est très occidental aussi. Ouais, et puis ça renvoie à la. Bon, moi, je vais te le dire comme je le pense. Hein. Pour moi, c'est bullshit. Hein, la solitude, hein. Ça n'existe pas, ne serait-ce que parce que ton identité, elle est forgée par un faisceau. D'accord. Par un faisceau de propriété, et que c'est exactement. Tiens. Oui, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Si tu pars au désert, c'est certain que tu emportes tes relations humaines avec toi. Non, tu emportes le désert et le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas seul parce que tu as une relation avec le ciel, c'est-à-dire que tu es en dessous, et tu as une relation avec le désert, tu es au-dessus. Ah, c'est vachement important, parce que la métaphysique wittgensteinienne et la métaphysique sensienne sont vraiment liées comme les maillons d'une chaîne. Là, pour le coup, c'est indubitable. Donc, soit on parle de sens, et auquel cas, là, je te dis, solitude dans sens, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces personnes qui se disent seules, elles ne le sont que pour un temps, et elles vont réussir à transmettre. Même Miphos y parviendra, nous verrons. Mais voilà, en un sens, il y parvient aussi. C'est déjà fait. Pas faux. Ouais. Touché. En un sens, oui. C'est pas ce que j'aurais répondu. J'aurais dit c'est plutôt la sacrifier à la transmission d'un autre, mais bon, oui, effectivement, c'est déjà fait du coup, du même coup. Donc voilà, la solitude dans le sens, tu vois, on peut retourner ce podcast en disant what? Quelle solitude? On n'en parle pas, mais par contre, par transparence, comme disait Morgane. Et qu'est-ce que tu voulais dire à propos de la solitude? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un construit social. Il y avait un peu de ça. Oui, c'est ça, comme un peu de tout. Mais cela dit, dire la solitude n'existe pas, c'est comme dire la communion n'existe pas. C'est faux dans les deux cas. Tu vois, comme ça renvoie au débat dont on parlait tout à l'heure sur la différence entre solipsisme et réalisme. Aucune des deux positions n'est tenable. Non, ce que je veux dire, c'est que la solitude, ce n'est pas un état métaphysique. D'accord. Parce que c'est forcément un état dans le monde donné. Okay. On est seul par rapport à autre chose. Par exemple, la solitude, quand on est seul et parce qu'il n'y a pas d'être humain dans une pièce,
on est seul par rapport à l'absence d'être humain. Mais quand on est seul par rapport à ce que tu disais, on est seul à plusieurs, c'est parce qu'on a une idée que personne. Par exemple, je suis de droite. On est jamais seul dans le désert. Je suis droite, tout le monde est de gauche, d'extrême gauche là. Bah moi, je suis tout seul. Et là, tu vois, j'ai une idée, mais on est toujours seul par rapport à quelque chose. C'est comme le vide. Un bocal n'est pas vide. Il est vide relativement à l'eau qui aurait pu être dedans, relativement au grain qui aurait pu être dedans, etc., etc., etc. Donc là, métaphysiquement, solitude, bullshit. Donc la solitude est un état mental, une propriété intellectuelle qui ne peut être attribuée qu'à des gens capables de penser l'absent. Tiens, on retombe sur un propos de Sens Néant, il me semble, là, par contre. Oui, l'idée que la négation de quelque chose... L'imagination. Voilà, exactement. Tu peux penser ce qui n'est pas, quoi. Ouais, voilà. Et par rapport à ça aussi, Fabien. je pense, c'est un peu en vrac, hein. Désolé les auditeurs, mais d'accord. Une autre réflexion que je me faisais, tu disais, Morgane, à l'instant, que c'était une religion, que c'était, pardon, très lié à l'Occident. Et c'est sans doute vrai que les religions monothéistes sont des religions dans lesquelles le thème de la solitude est là, pas seulement parce que Dieu est unique, mais aussi parce que tous les grands prophètes passent par des moments où ils sont seuls. Jésus dans le désert alors il est confronté avec le diable, mais enfin bon. Moïse sur sa montagne. Et il me semble qu'il y a aussi un moment de la retraite de Mahomet. Oui, mais bon. Il est seul avec son désert et sa montagne. Et l'ange Gabriel. Mais il a plein de potes, il a une montagne et un ciel. Pourquoi il dit qu'il est seul, Jésus là? Il y a plein d'exils. C'est toujours une notion d'exil. Alors que je suis. Parce que finalement, je suis pas sûr que dans les. Ça, c'est vrai dans les mythologies, judéo-chrétiennes, islamiques, mais je suis pas sûr que ce soit vrai dans les autres. Tu vois, bon, après, on connaît mal sans doute en tant qu'occidentaux, et puis on connaît sans doute mal les autres. En tout cas, la solitude a quelque chose de sacré, quelque chose qui renvoie à l'unicité, qui renvoie à l'oratique. La chose qui est seule. Parce qu'en fait, dans Sens Néant, il y a aussi cette notion de solitude. Je suis désolé, j'essaie de raccrocher mon wagon. Mais t'as parfaitement raison. C'est que dans Sens Néant, il y a cette idée que tous les objets sont seuls au monde, parce qu'ils sont les seuls à occuper cette situation particulière qui est la leur en ce moment. Et ce qui est valable aussi sur Terre, en fait. Même si cette... Entre mes problèmes de micro et mes problèmes de gorge, c'est une catastrophe. Même si cette Behringer là, cette table de mixage, table de mixage magnifique, même si elle est éditée en 506 000 exemplaires, et bien malgré tout, celle-là, c'est celle qui a servi à la cellule à enregistrer ses podcasts, et c'est pas rien. Et elle aura une valeur affective. Elle serait gardée telle une relique dans les futures cathédrales de la cellule. Exactement. Nous, tu déconnes, mais c'est ça. J'y réfléchis là, mais ça rejoint ce que disait Romaric tout à l'heure. Je veux pas trop m'avancer, mais malgré tout, dans les religions orientales et occidentales, et même la plupart du temps, dans tout ce qui est chamanisme et religion païenne, etc., pour le coup, il y a une pure idée de communion. C'est-à-dire que même le bouddhiste, quand il médite, il se projette dans un bodhisattva, etc. Il est lui-même le bodhisattva, tout en... En même temps, on pourrait se dire ça aussi du christianisme. Tu vois, la communion, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que un sacrement. Quand vous avez envie de rendre un personnage classe, c'est assez pratique de le comparer à Dieu, de dire qu'il est seul à régner sur le monde. Enfin, je renvoie à la description que j'ai postée sur les ateliers imaginaires de Mifos Quadria. On le décrit quand même comme un personnage divin. Parce qu'en fait, c'est une des propriétés aussi si on veut qu'un personnage ait la classe, si on veut... Are you sure? Celui-là, il est pas... Je pense pas que ça vienne du câble, parce que le micro, On aura officiellement réussi à faire décéder un micro ce soir, c'est quand même incroyable. Là, cette fois-ci, il a explosé en point vol. Je ne sais plus ce que je disais. Nous avons fait une coupure, chers auditeurs. Tu en étais à, mais ça y est, j'y suis. Pour créer un personnage classe, il faut que. Bah oui, non, mais c'est ça en fait. La solitude ici, elle est surtout attribuée en référence à la religion, et c'est ça, un personnage divin, un personnage classe. Mifos Quadria, bah voilà, faut qu'il ait la classe, faut que voilà, ça joue aussi de cela. Alors, je voulais juste ajouter, excusez-moi, que nous, dans les campagnes qu'on a toujours tous fait, je pense qu'on a tous au moins un personnage, un PJ, enfin je sais pas, qui a tendance à se créer plus solitaire que les autres, plus proche du peuple, qui renie son état de bug, et qui dans le fond, généralement, a une tendance à se jouer comme un personnage classe en plus. Quelqu'un qui est plutôt néant. Je sais pas si du coup vous avez tous eu ça dans vos campagnes. Moi j'ai fait une campagne et demie.
dont une, enfin, dans la demi. Campagne. Oui. Perdons l'animateur. On a perdu le micro et Romaric. Non, donc je peux pas vraiment dire ça, mais c'est vrai que quand tu crées un personnage, il y a quelque chose de fantasmatique, effectivement. Comme Monostatos, on pourrait parler de la solitude de Monostatos aussi. Ouais, c'est pas tellement un sujet. Ah, mais tiens donc. Mais non, mais en fait, moi, je suis sûr que tu es venu dans ce podcast en te disant on va interroger la solitude de Romaric, mais en fait, c'est toi qui as besoin de parler de ta solitude, Fabien. Je pense beaucoup plus que moi. Et voilà. Et parce que en fait, c'est un thème en fait limite. C'est pas récurrent chez tous les auteurs de livres ou ce genre de choses, mais presque. Je pense que chez Thomas Munier, il y a de la solitude. On trouve aussi cette espèce de. Je pense que c'est aussi parce que c'est une culte de la solitude. C'est très romantique, la figure de l'artiste seul qui crée, coupé de tout. La question philosophique, peut-on penser seul ? Peut-on créer seul ? Ouais, voilà, c'est Peut-on créer seul ? D'ailleurs, j'en profite pour dire que, à mon avis, non, on ne crée jamais seul et que c'est une excellente hygiène de la part de tout créateur, y compris de jeux de rôle, de jouer à ce que font ses petits copains, tu vois, de s'inspirer de plein de trucs tout autour. Mais justement, pour moi, le jeu de rôle, c'est le média par excellence dans lequel la solitude est impossible. On peut pas jouer seul. Moi, il me semble l'avoir montré avec le Maelstrom. Et bah oui, tu vas citer le jeu de rôle épistolaire là, c'est ça ? Non, même pas, parce que je te sens remonter. Non, j'ai bien d'y penser. Bon, désolé, ça part de là, mais c'est Steve sur les ateliers qui dit qu'il a joué une partie de De Profundis tout seul, je crois, dans la forêt, parce que c'est pas de l'épistolaire, mais il s'agit pas d'écrire des lettres. Il a pas fait un jeu de rôle, il a écrit un livre. Quant à dire si c'est un jeu de rôle ou pas, on va pas se lancer là-dedans parce que sinon on n'est pas couché. Mais il y a eu des expériences de jeux de rôle seul. Non, mais le livre dont vous êtes le héros, c'est pas un jeu de rôle. Non, mais pas que ça. Les trucs, il y a Beloved de Ben Lehman. C'est un concours qui a été lancé sur The Forge, je crois, avant que ça ferme, sur créer un jeu de rôle solo. C'est très strange. Et honnêtement, pour avoir essayé de pratiquer, c'est très 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 bizarre, les jeux de rôle solo. Moi, j'y crois pas du tout. Ma définition du jeu de rôle, en tant que Maelstrom créant un contenu fictionnel malléable, exclut totalement la possibilité de faire du jeu de rôle tout seul. On fait du brainstorm à ce moment-là, mais c'est plus du jeu de rôle. C'est un exercice de créativité que. Mais c'est vrai que c'est intéressant que le jeu de rôle soit interrogé à nouveau par la solitude. Bah oui, mais évidemment. Mais moi, c'est pour ça. Et c'est pour ça, encore une fois, tu vois, comme quoi c'est pas du tout, une vertu ou une valeur ou quelque chose pour moi, ou en tout cas quelque chose d'important. La solitude, c'est ce que c'est. Ou alors si, un ennemi que je combats. Enfin, c'est un adversaire. L'individualisme, c'est un adversaire pour moi. Ouais, enfin voilà. Alors, on peut dire oui, du coup, tu es obsédé par cet adversaire et du coup, il te hante et il faut comprendre pourquoi. Ça, par contre, c'est vrai que, et c'est aussi pour ça que j'ai jamais été solitaire quand j'étais gamin, parce que j'essaye de faire un peu psychanalyse quand même pour faire plaisir à Fabien, qu'il est quand même ce non, mais te force pas, je veux dire, moi mais par contre, non, mais c'est vrai que j'ai en horreur j'aime pas être seul. J'aime bien. Alors que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai aucun problème à être. Tu vois, déjà. Seul. Tiens, c'est intéressant. Alors que moi, tu vois, justement, c'est aussi pour ça que j'ai toujours été très entouré. C'est parce que j'aime bien être avec des gens, j'aime bien échanger. Quand je suis seul, souvent, oui, je m'ennuie ou alors je crée pour les autres. Même quand je suis seul, je suis pas seul. Alors dans ce sens, il me semble que la solitude, quand elle existe, etc., elle va de pair avec une certaine folie. Ah oui. Elle va de pair avec une certaine folie. Et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur Russell, etc., comme le solipsisme très en vogue. Dans Logicomics, que je conseille aux auditeurs, qui est une très bonne roman graphique. Un roman graphique, voilà, où il est question de Russell, de Wittgenstein, de tous les logiciens. Ils disent quelque chose qui, je trouve, très intéressant du point de vue sociologique, qui est que l'ère victorienne, qui est un peu l'ère de Russell, etc., tout cet héritage qu'ils ont eu, est obsédé par l'idée du moi et du monstre. C'est-à-dire ce double jeu que porte tout être humain, et que si les logiciens ont été à ce point obnubilés par l'idée de décrire les choses logiquement, rationnellement, etc., c'est parce que l'héritage victorien leur a laissé l'idée que dans tout homme, il y a
le bon et la bête, quoi. Dr Jekyll et Mr Hyde, Frankenstein et tout ça. Et effectivement, dans ce sens, là-dessus, on y est, quoi. Classis, Myphos, mais même tous les immortels. Qui se créent plusieurs personnalités pour éviter la solitude. Ils ont des avatars. Putain, c'est vrai que maintenant j'y pense, j'ai oublié de citer une source d'inspiration monumentale. Enfin, c'est Robinson Crusoe, évidemment. Et j'ai complètement oublié d'en parler, mais c'est vrai que effectivement, merci Morgane, tu me le rappelles, c'est qu'en fait dans ce sens il y a aussi cette énorme inspiration. Il fait tout un tas d'expériences aussi effectivement philosophiques, Crusoe il me semble. Oui. Il y a un prof qui me racontait qu'il y a un texte important dans lequel il est sur une dune de sable sur la plage et d'un seul coup il arrête de croire que la dune de sable existe et en fait il devient fou à ce moment-là parce que il refuse de croire il doute que le monde existe, quoi. Oui, mais ça c'est alors pourquoi ça c'est vraiment une source d'inspiration majeure pour Sens, parce que une fois qu'on t'a dit Dieu est seul assis sur un fauteuil, enfin la prémisse de Philippe que j'expliquais au départ, et ben tu dois imaginer mais qu'est-ce que ça fait d'être seul assis sur ce fauteuil et regarder ces photos, et là du coup tu penses évidemment Robinson Crusoe et tu te dis bah oui c'est inhumain, enfin c'est d'ailleurs on en parle souvent avec Darkit ça, de l'expérience de la chambre blanche où on t'enferme pour un temps donné, où t'as tout le temps de réaliser tes projets du coup, mais t'es privé de tout le monde, quoi. T'as une salle privé de temps, un peu l'équivalent de la larme de Classis, et du coup tu peux y aller quand tu veux, etc. et ça te donne du temps pour faire. Et lui il disait qu'il voudrait une larme de Classis, quoi. Et moi je lui disais non mais surtout pas, parce que moi j'aurais peur de ne jamais en ressortir, j'aurais peur que ça me rende dingue en fait de savoir que le temps ne s'écoule pas pour les autres et que je suis le seul. Enfin, il y a question mythologie, il y a encore une figure. Merci Morgane de me rappeler ça. Il y a encore une figure très très importante à préciser, c'est Wittgenstein écrivant le Tractatus dans sa cabane en Norvège, et en Suède aussi, ou en Suède, je sais plus. Oui, enfin bon, il était en Norvège, pardon. En Norvège, et en Irlande, c'est ça. Excuse-moi. Enfin, en Irlande, il a passé beaucoup de temps tout seul, et puis avec ses bouquins, et c'est un truc que d'autres ont fait. Hein. Joseph Campbell aussi, donc l'écrivain qui a pensé le monomythe. C'est des choses qui. Mais à nouveau, voilà, ça relève, à mon avis, en partie d'une vision un peu romantique et puis d'un fantasme à la fois judéo-chrétien mais aussi capitaliste, du cow-boy, de l'individu seul, solitaire, droit dans ses bottes, et puis qui un peu le messie, quoi, le mec. C'est intéressant aussi qu'on parle de tout ça parce que la solitude, ça a quelque chose de sacré. Dans le sens où j'y pensais. Je voulais en parler parce que il y a vraiment un triptyque solitude, sacré, folie. C'est-à-dire que celui qui est fou, c'est souvent a souvent une position de sacré, et en même temps, à la fois cette. T'as oublié la mort aussi et la fin, mais dans la longue. D'accord. Mais tu vois, celui qui est fou et a souvent une position de sacré dans la pensée. Et puis en même temps il est aussi seul parce qu'il ne peut pas transmettre, parce que donc mais carrément, c'est ce que je te disais, c'est que si tu veux faire un sacré personnage, il faut c'est bien quand il est seul. Enfin, Sephiroth dans Final Fantasy VII, je suis désolé, hein, moi je reviens toujours à mes inspirations, je suis très terre à terre. C'est bien de s'élever, on y nourrit tout autant. Voilà, exactement. Et moi je tiens à le dire. Et par exemple, si tu prends le personnage de Sephiroth dans Final Fantasy VII, c'est un personnage qui est très seul, qui fait toute sa route tout seul, qui est complètement fou, qui s'interroge lui aussi sur ses origines, et plutôt que plutôt que d'y voir la psychanalyse de Romaric Briand, on pourrait juste y voir la fascination pour Sephiroth. D'ailleurs, regarde, Solipsis a les cheveux longs et blancs, c'est pas un hasard. Plus qu'une psychanalyse de toi, c'est un thème qui est en fait présent partout dans notre société, d'une certaine manière. Voilà, en plus. Dans notre mythologie. Tout à fait. Et puis c'est une manière de le combattre, pour moi, de l'exorciser, cette solitude, justement, que d'écrire Sens. Et je crois que ces podcasts, encore une fois, en témoignent. Je vais pas refaire le podcast que j'ai fait avec Le Val, où j'explique comment je transmets mes jeux et comment, etc. Mais il me semble que, voilà, mais effectivement, pour moi, c'est un grand Satan. Ça reste une notion centrale dans la mesure où c'est pour moi le truc qu'il ne faut jamais, l'état de sens, comme dont tu dis. C'est pour ça que j'aime pas trop, parce que on a l'impression du coup que le sens, l'œuvre, pousse les gens à atteindre l'état de sens. Est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il est positif? Est-ce que j'ai envie que tous ces gens soient seuls? Non, j'ai envie que ces gens se rassemblent. Parce que de sens, on passe à la cellule après. C'est plus la même chose. C'est une belle conclusion, non?
C'est peut-être une belle conclusion, effectivement. On a perdu un micro. Alors, bon, messieurs, mesdames, qui écoutez ce podcast jusqu'au bout, je vous rappelle qu'il y a des dons PayPal qui sont... qui servent à payer du matériel. Merry Christmas. En fait, tu sais ce qui me navre, c'est que ce micro qui vient de lâcher... C'est le dernier original ? C'est celui que je me suis payé avec... Et quand je l'ai reçu, je vais vous raconter une petite anecdote, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que le son qu'il avait par rapport aux autres micros, alors il y a toujours des différences, hein, mais était quand même de moins bonne qualité. Et moi, je me demande si c'est pas un micro, parce que je l'ai acheté d'occasion sur un site, et je me demande si c'est pas un micro, c'est peut-être pas un vrai. En fait, et je me demande s'il n'a pas été trafiqué. Ou alors c'est peut-être ce qu'on appelle en économie un lemon, c'est-à-dire que quelqu'un, il y a toute une réflexion sur la théorie des voitures d'occasion comme ça, comment tu fixes ça, et qu'en fait la personne l'a acheté, il s'est rendu compte qu'il était pourri, donc il l'a revendu. Ah d'accord, ouais. Tu vois, c'est pour ça que possible, hein. C'est une des raisons pour lesquelles les voitures d'occasion, les voitures perdent la moitié de leur valeur dans les 100 premiers kilomètres, parce qu'en fait quand tu la conduis, tu reçois l'information de sa qualité individuelle. Et donc, ayant cette information, quand tu la revends, t'es beaucoup plus, tu rends l'autre méfiant parce que l'autre se dit merde, s'il le revend, c'est peut-être qu'elle est pas bonne, tu vois. Enfin bon. Comme le citron. Oui, tout à fait. ça signifie un clou. En français, on dirait un clou pour une voiture. Tu sais, ma voiture, c'est un vieux clou. Mais je tiens à dire qu'il a toujours déconné. Je pense on peut en prendre le témoin les auditeurs. Ce podcast rendra donc hommage à ce micro et à cette personne qui me l'a vendu d'occasion et que voilà. C'est la fin d'une époque. Maudit sois-tu. En tout cas, merci à ce micro, il aura quand même rendu de fiers services, on peut lui dire merci. Et voilà. Et puisque les auditeurs maintenant, comme Stéphane, nous envoient des bouteilles de Sky, et bien pourquoi pas quelques dons pour acheter un nouveau micro. Ou quelle est la bouteille. Allez, à bientôt tout le monde, merci à tous. Ciao, merci. Salut. À bientôt. Partagez bien. Je vais plus partager.